Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui à nouveau avec mon chéri. Salut. Moi je m'excuse pas à avance parce que je suis un peu malade, donc ma voix est un peu rock et coupée. Si on vous retrouve aujourd'hui, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram que je remets juste ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions spéciale étape du tour et spéciale on va dire vélo. Donc si j'ai recruté Mathieu, c'est parce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre, mais je préfère faire appel un expert à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi, comme Mathieu. Donc en fait les questions je les ai reçues sur Instagram, donc c'est pour ça que je vous disais n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est principalement là-bas que je pose mes questions. On va commencer tout de suite. Alors on va d'abord commencer par les questions concernant l'étape du tour auxquelles on n'a pas répondu dans notre compte rendu dont je remets le lien juste ici. Rapidement les questions un peu sur l'organisation, c'est-à-dire prix de l'inscription, ouvert à tous, nombre limité de participants. Alors le prix de l'inscription, moi je m'en souviens plus exactement mais c'était assez cher. Sachant que comme pour toute course, vous avez différents niveau de prix en fonction de quand vous taux de inscrivez. remplissage. Sachant que le taux de remplissage est très rapide, très vite. Donc si vous êtes parmi les premiers, effectivement vous payerez je crois 100 €. Et après ça s'envole très vite jusqu'à 250 €. Globalement, nous on a payé le dernier tarif quoi. Oui, c'est autour d'une bonne centaine d'euros les derniers tarifs. Inscription ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous, quel que soit votre sexe. C'est vraiment pour tous en fait. Nombre limité de participants, forcément, il y a un nombre limité. Il me semble que c'était 15 000 cette année. Chaque année à peu près. 15 000 participants, 12 000 partants, un peu plus de 10 000 finishers. Alors la préparation, la durée d'une préparation pour l'étape du tour et combien de kilomètres avais-tu fait avant cette étape? Alors moi j'ai pas fait de préparation spécifique cette année à l'étape du tour puisque pour moi le vélo c'est quelque chose que je pratique énormément chaque semaine et que j'ai un niveau depuis mon Ironman qui on va dire permet d'avoir un gros volume chaque semaine. Je pense qu'en termes de préparation spécifique, il aurait fallu avoir un bon volume d'au moins, on va dire, entre 200 et 400 km par semaine, dont une grosse sortie de plus de 100 km par semaine et surtout des sorties avec du dénivelé et donc plusieurs sorties à faire dans les montagnes avec des vrais cols de montagne, donc c'est-à-dire aller faire du vélo en montagne avec de l'altitude et du dénivelé et aussi faire des vrais gros cols avec on va dire bien 7-15 km de montée et des bons lacets, donc aller dans les Pyrénées ou dans les Alpes parce que là actuellement ou au Ventoux. Là actuellement on est en Lozère et il y a des cols mais quand vous débutez c'est des petits cols, c'est sympa. Honnêtement pour faire l'étape du tour il faut faire des vrais cols avec des vrais lacets, avec des passages dignes des grands cols on va dire. Donc c'est pour ça que si vous voulez préparer l'étape du tour, sachant que chaque année l'étape du tour est une étape de montagne, il faudra forcément vous rendre en montagne en fait pour vous entraîner et je crois que moi c'est ça un peu le conseil. Honnêtement moi je pense avoir préparé en fait réellement cette étape du tour sur plusieurs années en fait parce que ça prend du temps d'aller en montagne, c'est pas possible pour tout le monde chaque année d'aller en montagne quand les routes sont ouvertes parce que bien sûr on peut pas aller gravir des cols de montagne l'hiver puisque à cause de la neige, des routes sont fermées, puis même c'est pas agréable et puis même l'été en montagne il faut quand même des fois emmener sa veste, enfin souvent même. Donc moi personnellement je pense que l'étape du tour finalement je l'ai préparée depuis un an en m'imposant de faire des cols depuis un an et des vrais gros cols comme on avait fait le Stelvio l'été dernier, donc je vous remettrai le petit vlog par ici. Plus récemment on va dire que la montée du Ventoux nous on a et un petit col le col en Italie à Cortina aussi après ton trail. Ouais, et la Forclaz aussi, j'avais pas fait avec mon vélo de montagne. Ouais. J'avais quand même fait de la montagne avant l'étape du tour. 3 vrais cols. J'ai fait 3 vrais cols avant l'étape du tour et surtout j'ai fait beaucoup de volume avant l'étape du tour me permettant le jour J de pouvoir rester sur ma selle 9 h. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est important quand vous préparez l'étape du tour, c'est de savoir faire des très longues sorties et des très longs efforts pour pouvoir vous gérer sur d'aussi longues sorties. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils appellent une étape du tour? C'est une réelle étape de cette année? Y a-t-il plusieurs étapes du tour? L'étape du tour c'est chaque année une des étapes du Tour de France, donc c'est toujours une étape qui va être parcourue par les pros sur le Tour de France. Bien souvent c'est une étape du coup ouverte aux amateurs 4 à 5 jours avant le passage des pros, c'est chaque année. Ouais, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que c'est comme ça. C'était comme ça avant même, c'était comme ça avant. C'est chaque année comme ça et chaque année une étape de montagne. Souvent l'étape la plus dure
du Tour de France, ou une des deux plus dures des Alpes bien souvent. Sachant que cette année, ils ne l'ont même pas faite, puisque quand ils sont arrivés une semaine après nous, il y a eu vraiment trop d'orage et ils n'ont pas pu faire la même étape que nous. Donc résultat, les amateurs, on a fait plus que les pros. Et contrairement au Tour de France, l'étape du Tour est ouverte aux femmes. Vous pouvez vraiment réaliser une étape du Tour comme les pros, même en étant une femme. Et après oui, effectivement, c'est l'étape la plus dure qui est proposée, et c'est une étape de montagne. Y a-t-il plusieurs étapes du Tour? Alors en France, non, il n'y a qu'une seule étape du Tour qui est proposée, mais si vous allez sur le site de ASO et sur le site Étape du Tour, vous allez vous rendre compte qu'en fait ASO en propose dans le monde entier. Donc vous pouvez courir une étape cyclo, on va dire. C'est pas une étape du Tour, mais elle s'appelle l'étape du Tour aux États-Unis, en Australie, en Thaïlande même, en Colombie. Donc ça peut être vraiment simple si vous avez envie de voyager et en même temps vous faire un petit truc cool. Pas trop mal au postérieur. C'est vrai que comme on vous l'a dit sur notre compte rendu, on est resté vraiment sur la selle 8h30, c'est ça? Et en tout ça fait 9h30 de course puisqu'il y a tous les ravitaillements, blablabla. Et donc est-ce que ça fait mal aux fesses? La réponse... Oui, un peu. Ouais, si, ça fait mal aux fesses, mais je pense pas comme on pourrait se l'imaginer, du genre je pouvais plus m'asseoir après. Non. Parce que... Mais après, parce qu'on a l'habitude. C'est sûr que si, voilà, encore une fois, du jour au lendemain... oui, si vous n'avez pas l'habitude de faire des sorties longues, ouais. Si du jour au lendemain, vous passez de votre sortie de 2h à 3h à une sortie de 9h, oui, vous allez avoir un petit peu mal. Moi, ouais, on a mal aux fesses, mais ça va. Après, on est remonté sur le vélo, on est rentré à l'hôtel. Je pense que c'est effectivement une question d'habitude. D'ailleurs, si vous avez mal aux fesses et que vous faites du vélo, c'est pas normal. Normalement, effectivement, on a mal aux fesses à force de faire du vélo en fin de sortie, c'est normal. C'est comme quand on a mal aux jambes à force de courir, mais c'est naturel. Si vous avez juste mal aux fesses en faisant du vélo, ça par contre, c'est pas normal. Donc, pensez à regarder ma vidéo que j'avais faite sur ne pas avoir mal au popotin. Ensuite, à partir de quand connaît-on le profil, le parcours? Alors, si je dis pas de bêtises, l'étape du Tour est dévoilée au même moment que l'annonce du parcours du Tour de France. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être autour de septembre, quelque chose comme ça. C'est octobre, je crois. Ouais, mais quand c'est dévoilé, ça doit être septembre et après l'ouverture des inscriptions doit être début octobre. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Ensuite, quel plateau et cassette as-tu utilisé? Quel braquet pour ton vélo? Alors moi, il faut savoir que j'ai deux vélos. J'ai un vélo plus triathlon et un vélo juste derrière moi plus montagne. Alors moi, en cassette, j'avais 11,32 et le braquet... Et à l'avant, 50-34. 50, voilà, c'est marqué dessus. Donc c'est un vélo extrêmement typé montagne. Le Langma, c'est un modèle de chez Liv qui est fait pour la montagne et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi, puisqu'on fait énormément de montagne avec Mathieu. Honnêtement... Moi j'ai un vélo polyvalent, qui passe bien partout mais pas typé montagne. Pas typé. Mais bon, voilà, on va dire que ça se joue surtout sur la cassette à l'arrière. On recommande, ouais, moi j'avais 11,32 aussi. Et c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ne partez pas avec un 11,28, ouais, oui. Ça sera trop dur. Parce que nous, notre premier col qu'on a fait à la Forclaz, moi j'étais sur une cassette sur mon vélo de triathlon qui est donc en 11,28. Et les 2 derniers kilomètres, j'étais en force et en danseuse. Donc, sachant que la Forclaz, c'est pas un col ultra dur, ultra difficile. Donc je pense que si j'avais pris ce vélo pour faire l'étape du Tour, ça aurait été très très compliqué. Après oui, si jamais vous avez un vélo plutôt typé triathlon, il vous suffit d'aller dans une boutique de vélo et demander une nouvelle cassette qui vont vous remplacer l'ancienne cassette. Vous pouvez tout à fait conserver l'ancienne et faire des changements comme ça, ce qui est quand même plutôt pratique de pouvoir changer aussi facilement sur votre vélo sans changer votre modèle de vélo, quoi. Ensuite, comment gères-tu la descente? Alors vas-y, moi je te laisse répondre à cette question, ensuite moi je répondrai à la question. Les descentes, les descentes de col, de toute façon c'est l'habitude, c'est l'expérience qu'on gagne au fur et à mesure. Donc il y a certaines descentes très techniques, clairement elles font peur, hein, même à moi, il y a des... Voilà, certaines fois c'est pas évident. Des fois il faut savoir un petit peu débrancher le cerveau, pas trop réfléchir, essayer de prendre des bonnes trajectoires. Sur des courses comme l'étape du Tour, il y a des personnes qui ont des meilleurs niveaux en descente, donc on peut essayer de s'inspirer de comment ils font. Et après voilà, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Oui, le secret c'est l'expérience et pratiquer. Après il faut aussi adopter une bonne posture, donc par exemple... les mains en bas. Les mains sont en bas. Hein, donc, les mains sont en bas des drop bars. Donc normalement, hein, vous verrez les pros quand ils descendent, enfin tout le monde, on a les mains ici, comme ça, et pas les mains sur les cocottes, parce que c'est l'endroit où on aura la meilleure prise, meilleure maniabilité.
Et surtout, en fait, ça vous arrête. Enfin, si on plante un coup de frein très fort, passer moins par-dessus. Voilà, on peut pas. Alors que sur la cocotte, voilà, c'est un risque qui existe. Bon alors moi déjà j'ai trop peur pour me mettre en bas, donc je me mets jamais en bas dans les descentes. Je l'ai eu fait à un moment donné mais j'ai jamais réussi à vraiment m'y mettre, donc j'ai trop peur. J'ai peur de tomber et de pas bien gérer ma descente. Et j'ai peur aussi des autres, et je pense que c'est aussi ça cette question. Quand on roule en groupe, j'ai peur des autres qui arrivent derrière, et j'ai peur des autres qui arrivent derrière souvent comme des fous. Franchement à l'étape du Tour, à 2 ou 3 reprises, il y a des cons qui faisaient vraiment pas attention. On était plusieurs à descendre lentement, donc quand on est plusieurs à descendre au même rythme, tu prends exactement la même trajectoire que cette personne-là. Et le problème, c'est que tu as des teubés qui viennent dans ta trajectoire, alors qu'ils voient bien que tu es plus lent et ils te coupent déjà que tu as peur, en plus ils te coupent ta file. Donc il y en a eu plusieurs à un moment où j'ai cru que ça allait me saouler. Après, quand je suis toute seule, moi j'arrive pas à me mettre en bas. Ça dépend des descentes, mais globalement, les descentes de montagne, j'ai très très peur et j'y laisse. Je me mets des fois à pleurer sur le vélo parce que c'est pas que c'est difficile physiquement, c'est difficile physiquement parce que j'arrête pas de freiner et je suis très crispée et je panique. Et en fait, j'ai une terreur, mais c'est nerveusement où en fait, des fois, les descentes sont tellement longues parce que... une descente de 20 bornes. C'est très très long une descente de 20 bornes, même si ça va très vite avec la descente, c'est aussi très très long parce que c'est des virages non-stop. Donc honnêtement, je n'ai aucun conseil à vous donner sur comment gérer la descente. Voilà, je suis désolée. Je suis pas la meilleure personne, je suis un très très mauvais exemple. Donc, Non, après, l'idéal, et c'est ce que toi, t'arrives pas encore à faire, c'est d'arriver à relâcher les freins dès que possible, dès que c'est tout droit, et de freiner relativement tard avant le virage parce que sinon vous allez être tout le temps sur les freins et tout le temps sur les freins, tout le temps crispé. D'une part c'est pas bon pour vous parce que ça fait mal aux doigts, surtout, on finit en une descente, je pense que toi tu as super mal aux mains. Suivant votre votre vélo, ouais. Voilà, c'est pas bien d'avoir un freinage prolongé, surtout si vous êtes sur des jantes carbone avec à patins, c'est pas bon du tout parce que ça va chauffer. Ça se sent d'ailleurs. Moi, pendant l'étape du Tour, je sentais littéralement mes roues flamber, fumer. Et c'est pas bon parce que on peut arriver jusqu'au point où ça se gondole et la roue elle est cramée, elle est foutue quasi. Ce qui est arrivé à Mathieu. Voilà. Et c'est pas ma faute. Ce qui est déjà arrivé à moi. Quand il fait très chaud, ça peut arriver. Et il faisait très chaud ce jour-là et j'ai vraiment eu très peur à ce niveau-là d'ailleurs. C'est pour ça que si vous êtes en train d'acheter un vélo, choisissez quand même un vélo avec des freins à disque. Vous aurez beaucoup moins peur en descente puisque les freins à disque freinent beaucoup mieux et il n'y a plus du tout ce problème d'échauffement. On va passer à la question suivante puisque moi j'ai rien à vous dire là-dessus en fait. Est-ce que tu as trouvé ça plus dur que ton Ironman ? Comment trouves-tu le mental sur autant de distance ? En fait, à chaque fois que je fais une étape, on va dire une course qui est un peu dure, qui est un peu longue et qui est à peu près en temps assez équivalent à un Ironman. Donc il faut savoir que moi mon Ironman je l'ai fait en 12h23, toi en 10h. C'est vrai qu'on peut comparer une étape du Tour à un Ironman dans le sens où c'est la même durée. Et moi j'ai envie de vous dire que c'est incomparable parce que un Ironman c'est 3 sports différents. Donc vous n'avez pas du tout la même fatigue mentale parce que c'est 3 sports différents. Même s'il n'y a pas de pause entre les 3 sports, vous n'avez pas la même fatigue. Ensuite, il faut savoir que le vélo, c'est un sport sans impact. Donc même, vous pouvez partir faire du vélo, faire 200 km comme j'ai pu faire par exemple pendant ma prépa Ironman, donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est-à-dire rouler pendant quasiment 8 heures, 8-9 heures. Avoir très très mal aux fesses. Parce qu'en fait, le vélo, vous allez avoir une fatigue physique, une fatigue un peu morale. Mais en fait, c'est comme si vous avez conduit, c'est comme si vous avez conduit pendant 7 heures en faisant un Paris-Montpellier. Il y a aussi de la fatigue physique, mais quand votre corps est habitué en fait à cette fatigue physique, ça va quoi. Alors que un Ironman, il y a quand même 3 sports qui s'enchaînent et le dernier sport c'est un marathon. Je peux vous assurer que là ça vous tue les jambes direct. Donc moi je trouve que même si c'était très très dur le dénivelé, à la fin j'ai dit à Mathieu que je ne voulais pas redescendre à l'hôtel à vélo, que j'en pouvais plus. Une fois que j'avais mangé, que j'avais pris ma petite pause, je suis remontée sur le vélo et le lendemain j'ai même couru à Montpellier. Donc en fait non. C'est pas du tout la même fatigue. On pourrait, je sais pas, comparer ça à même un marathon ou un trail, mais la fatigue sera pas la même quoi. Moi j'aurais plus mal après un marathon, clairement. Ouais, moi aussi. Je vais avoir besoin d'une semaine pour récupérer mes jambes, alors que là, même si on est fatigué, qu'à la fin, voilà, les 10 derniers kilomètres, on avait quand même mal aux jambes, on n'en pouvait plus, mais c'est surtout voilà, de la fatigue physique, de l'épuisement.
plus que de la fatigue plus qui que fait de la mal, fatigue musculaire. Ouais, exactement. Ouais, donc non, c'était pas plus difficile qu'un Ironman. Comment as-tu géré l'effort? Comment trouves-tu le mental sur autant de distance? Comment ne pas s'ennuyer pendant 9 heures? Donc c'est un peu les 3 mêmes questions. Le ravito? Alors non, déjà comment ne pas s'ennuyer pendant 9 heures? Alors il faut savoir que dans moi, personnellement, je ne m'ennuie jamais pendant une course parce qu'en fait, on est tellement concentré sur son effort, sur ce qui vient après, sur ce qu'on doit manger, sur les autres autour, sur sa course en fait, qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Enfin je sais pas toi, moi je me suis jamais ennuyée. Après c'est parce qu'on kiffe ça quoi. Après oui, c'est parce qu'on apprécie ça et c'est vrai que si vous aimez pas faire le vélo et que vous tapez une étape de 9 heures, ah oui effectivement là, au moment je pense que vous aurez envie de jeter votre vélo par-dessus bord. Mais globalement, moi je me suis jamais ennuyée sur autant de courses parce qu'en fait on est concentré sur son effort et concentré sur ce qu'on doit produire et sur ce qui se passe, sur gérer sa nutrition, gérer les kilomètres, gérer sa fatigue, gérer l'itinéraire. Donc non, il n'y a pas trop d'ennui à ce niveau-là. Ensuite, comment gères-tu l'effort et le mental? Alors c'est vrai que c'est des courses très très longues. Et honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 2-3 ans que je me lancerais sur des courses de plus de 8-9 heures d'effort, déjà pour moi 4 heures au marathon c'était long, je vous aurais jamais cru. Je pense qu'en fait le mental s'habitue et surtout en fait moi personnellement j'aime bien me projeter toujours sur la ligne d'arrivée, me projeter toujours avec la médaille, me projeter toujours sur ce que je vais manger pour me récompenser ou boire pour me récompenser. Donc mentalement c'est comme un muscle, le mental. On l'habitue à faire des trucs de plus en plus fous. Et en fait, moi, j'ai toujours des petites phrases qui me rassurent, qui me motivent. Je me dis, je vais y arriver, il faut que j'y arrive. Et puis aussi, j'ai un peu une habitude de découper ma course en petits morceaux. Donc par exemple, quand j'avais fait mon Ironman, j'avais pas un Ironman à faire. J'avais de la natation, du vélo et de la course à pied à faire. Et bien pour cette étape du tour, j'avais 3 cols à faire, 3 montées, j'avais 2 descentes difficiles. Donc en fait dans ma tête c'était divisé comme ça. Et en fait plus je passais ces étapes, plus je me disais c'est bon, la ligne d'arrivée approche. Et plus j'étais fière de moi et encore plus j'étais motivée pour y arriver. Je pense que je découpe aussi un peu comme toi. Et après, ouais, c'est une question d'habitude. Au départ, sortir 3 heures, c'était le bout du monde. Après tu repousses à 5 heures. Après, quand tu as fait un Ironman, forcément, ouais. Ton corps il est habitué à des efforts longs. Et tu repousses chaque fois un peu plus la limite de ce que ton mental estime être possible ou pas. Il n'y a pas des petites phrases où tu te dis tiens allez mon petit Mathieu je vais y arriver? Si, il y a forcément les bornes kilométriques. Après là en plus quand c'est une course officielle, il y a ce côté course, il y a ce côté quand tu doubles des autres personnes, ça te motive. Nous c'était quand même plutôt assez le cas dans les 2 premières montées, donc c'est vrai que ça c'est toujours cool. Il y a les ravitaux, hein, c'est con, mais je pense que tout le monde aime bien ça. Il y en a qui se motivent par les ravitaux et se dire putain le prochain il est dans 5 km. Je sais que je vais avoir mon petit reward et je vais pouvoir repartir quoi. Ça fait partie de la motive. Ouais. Alors, quel est le délai de l'étape du tour? Pourquoi on en impose? Alors ça, on en a vraiment beaucoup parlé dans le compte rendu. Et en fait, moi, je tiens à rappeler que même si vous, peut-être, vous le savez pas, mais dans toutes les courses, il y a des délais à respecter. Et en fait, d'une part, c'est pour vous-même, pour quand vous vous entraînez, de devoir respecter un certain délai d'entraînement. Par exemple, sur le marathon de Paris, c'est 7 heures. Sur le marathon de Berlin, c'est que 5 heures le délai. 6. Donc en fait ça varie à chaque fois, c'est pareil sur un Ironman c'est 16h59 ou 16h je crois. Ça dépend de chaque Ironman, je crois que à Nice c'est un peu plus. Ouais peut-être ça dépend des dénivelés. En fait ça dépend des dénivelés, je crois que c'est 18h sur celui de Lanzarote. Je sais plus. En tout cas marathon, les trails, chaque compétition a des délais et c'est tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire un marathon en 24 heures, on ne peut pas laisser fermer les routes pendant 24 heures, on ne peut pas mobiliser de la sécurité, fermer des routes, demander à des bénévoles de rester autant de temps, il faut un délai et c'est normal. Quand vous passez un examen, on vous donne 4 heures. Là c'est pareil, c'est une compétition. Quand vous vous inscrivez, vous vous engagez à vous entraîner.
pour rentrer dans ce délai qui est aussi un délai de sécurité pour vous-même, puisque au-delà, honnêtement, c'était dangereux de continuer à monter là-haut puisqu'il commençait à faire nuit à Val Thorens. Et c'est aussi des délais puisque les routes étaient totalement fermées. Il y a quand même des gens qui vivent dans cette vallée et qui ont besoin de rentrer chez eux aussi. Après, c'est injuste, mais comme toute compétition, quand on s'inscrit, il faut respecter le règlement qui est imposé. Et donc voilà, même si c'est triste et malheureux, c'est comme ça que ça se passe, quoi. La chaleur vous a-t-il ralenti? Y a-t-il trop de cyclistes? Y a-t-il de la présence féminine sur l'étape? La réaction des hommes envers les femmes cyclistes. Depuis quand les femmes peuvent y participer? Je vais vite cocher. Les femmes peuvent y participer depuis toujours, contrairement à l'étape du Tour. C'est une compétition tout à fait mixte. Comme au Tour de France. Contrairement au Tour de France, les femmes peuvent participer depuis toujours à l'étape du Tour. C'est une épreuve totalement mixte. Par contre, en termes de présence féminine, sachant qu'en plus, nous, on est partis dans les derniers sas. Donc c'est vrai que vu que les femmes, elles débutent globalement le cyclisme, on est censé être un peu plus nombreuses dans les derniers sas. C'est vrai qu'on était... Il y en avait quand même. Il y en avait quand même. Après, sur les chiffres officiels, c'est sûr que ça fait pas beaucoup. Hein. On était... Ça fait 7%. Ouais, 7%. On était 7%, donc c'est vraiment nul. Enfin, c'est vraiment très très bas. Juste, c'est 7% d'inscrits. Donc on ne sait pas globalement, puisqu'on a demandé quelques chiffres à SO, on ne sait pas combien il y a de femmes qui ont vraiment pris le départ et combien il y a de femmes qui sont vraiment arrivées. Ça a fait pas beaucoup. Moi je me souviens quand on avait commencé la course à pied, je crois que c'était à peu près le pourcentage. Il y avait plus de meufs quand même sur les courses à pied. On était à 10-15%. Maintenant il faut savoir que sur la course à pied on est à 30 voire 40% de femmes en fonction des courses. Donc là 7% c'était pas grand chose et ça se ressentait vraiment parce que moi perso le nombre de fois où il y avait que des mecs autour de nous, il y avait quasiment aucune femme. Mais par contre ce que j'ai adoré, et c'est ce qu'on a dit dans le CR, c'est qu'il y avait beaucoup de soutien entre les femmes. Dès qu'une femme croisait une autre femme ou même dès que moi je croisais une autre femme, on s'encourageait, on était allez c'est bon on va y arriver. Et c'était important parce qu'on était vraiment pas nombreuses, voilà. Et c'est pour ça que j'ai autant de plus envie de vous dire que si vous avez le niveau et que vous vous sentez prête, allez-y, allez montrer que les femmes, nous aussi, on peut le faire. Voilà. Après, l'autre question, c'était la chaleur. Attends, la réaction des hommes envers les femmes cyclistes. Bah, ils s'en foutent. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ma perception, c'est qu'il n'y a pas eu de... Déjà, il n'y a pas eu de blague salace et pourrie, si c'était un peu ça la question. Enfin, j'ai pas eu de blague... Après, est-ce que... Parce qu'on roulait ensemble, j'étais avec toi, pas loin. J'étais pas toute seule, ou j'étais isolée. pas entre femmes, donc on était, je pense que vu qu'il y avait mon bodyguard, il y avait personne pour m'embêter. Après, je pense que globalement dans ce genre de compétition, les hommes sont très respectueux, surtout en vélo, les hommes. Je pense aussi. Je pense que c'est plutôt ça, parce que à chaque fois que moi j'ai discuté avec d'autres hommes, ils étaient plutôt admiratifs que je le fasse, et parce que eux aussi ils en chiaient, et je pense que quand eux ils se voient en chier et qu'ils voient qu'il y a une autre femme à côté d'eux, une petite blondinette sur son petit vélo avec son petit bib rose. Ils sont en mode ah ouais, elle le fait, moi il faut que je le fasse aussi. C'est très bête comme réflexion, mais globalement moi j'ai pas été embêtée. À la fin, il y a eu un petit incident. Non mais je rigole. En fait, moi je ne supporte pas à vélo qu'on me pousse, qu'on me touche. Je supporte pas parce que voilà. Non, j'ai pas peur, c'est mon corps et j'aime pas qu'on me mette la main dessus. Surtout qu'à vélo, quand on te pousse, littéralement ta main est sur mon postérieur. Hein. Je suis désolée. Hein. Le bas du dos, c'était. Ouais, voilà. Donc à la fin, il y a un gentil monsieur, franchement je sais que ça part à chaque fois d'un bon sentiment, mais qui m'a poussée. Et en fait j'étais tellement au bout de ma vie que je n'ai rien dit. Je disais juste, il me parlait, donc je répondais juste à ce qu'il me disait. Et Mathieu il a dit au gars oui... Je lui ai dit putain vous avez de la chance, c'est la première fois qu'elle se laisse pousser, même moi elle veut pas que je la pousse comme ça. Ouais. Mais après... Et là t'as rien dit, hein. Là tu te laissais où? Mais en même temps, j'en pouvais tellement plus, j'étais tellement à l'agonie que j'allais pas lui dire oh, je suis féministe, moi, tu ne me touches pas, ceci est mon corps. J'ai pas pu, j'étais un peu trop fatiguée. Mais après, ça venait d'une bonne intention et globalement, tous les gens et les hommes étaient adorables à ce niveau-là. Et les hommes le font entre eux aussi. Hein. Oui, et les hommes se pousser, font... On peut pousser son pote. Ça franchement, c'est super gentil. C'est pas un truc de femme, c'est juste que moi, je connais pas ces hommes et j'ai pas envie qu'ils viennent me toucher là, c'est tout quoi. Ah oui, la chaleur, le nombre de pauses, comment gérer un ravitaillement sur ce type d'effort. Alors la chaleur, c'est vrai qu'il a fait extrêmement chaud, mais globalement malheureusement j'ai envie de vous dire il va falloir commencer à s'y faire sur toutes les courses de juin
à, on va dire, septembre, vous avez des risques de canicule. Et ça tombe bien parce qu'on a eu un épisode canicule ce jour-là. Donc même si on était en montagne, il a fait, à un moment donné, on était à 38 degrés, je crois, en bas de Val Thorens. Donc, à Moutier. Ouais, à Moutier. Donc après, ce qui est bien, c'est forcément que il y avait des ravitaillements, il y avait de l'eau, mais on a beaucoup souffert de la chaleur. Ouais, on s'est aspergé. Heureusement qu'il y avait des habitants qui nous donnaient de l'eau parce que c'était compliqué, quoi. Chaque ravito, on remplit des bidons. Moi, j'ai dit, je sais pas combien j'ai passé de bidons, mais j'ai dû passer. Si on compte l'eau qu'on prend sur les ravitaux avec les petits gobelets, ouais, ça c'est facile, 1 litre. Plus les bidons, moi j'ai dû passer mais au moins 14 bidons au minimum sur toute l'étape. Ah ouais, non mais c'est clair. Hein. Non mais après sachant qu'on s'est remouillé la tête, on n'arrêtait pas de se mouiller. En fait l'essentiel c'est, personnellement moi ce que je conseille quand il fait très très chaud, que ça soit vélo ou autre, c'est de toujours vous mouiller la tête, les extrémités. La tête pourquoi? Parce que c'est ce qui prend le plus la chaleur et c'est là où vous avez le cerveau qui est littéralement dans une cocotte minute en fusion. Donc se mouiller la tête, se mouiller le casque, se mouiller le bandana sous le casque. Enfin franchement, mais tout le temps mouillez-vous, ça fait du bien. Et surtout mettez de la crème solaire. Ne partez pas en petit débardeur. En fait, mine de rien, on se dit toujours plus il fait chaud, plus il faut se découvrir. C'est totalement l'inverse. Plus il fait chaud, plus il vaut mieux être couvert pour éviter la brûlure du soleil en fait. Donc vraiment gardez les manches courtes, mettez beaucoup de crème solaire. N'hésitez pas à en remettre. Moi j'avais pris de la crème solaire avec moi. Contrairement au trail de la Cortina, là, donc je remets le compte rendu par ici, j'avais mis de la crème solaire pour mes lèvres qui n'ont pas cramé parce que moi j'ai les lèvres qui brûlent au soleil. Après, se gérer les ravitaillements sur ce type d'effort, moi personnellement j'avais décidé dès le début de m'arrêter à tous les ravitaillements parce que on savait qu'il allait faire très 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 chaud, donc il valait mieux s'arrêter à tous les ravitaillements pour prendre de l'eau que se mettre soi-même dans la difficulté alors que les ravitaillements sont là. Après, comme je vous le disais, il y avait des barrières horaires, donc c'est très important de gérer son temps et de ne pas traîner au ravitaillement, même si on a pu quand même discuter deux, trois fois avec des bénévoles. Moi je suis allée aux toilettes 2 fois. Oui, on s'est pas pressé. On s'est pas pressé, mais on n'a pas traîné quoi. Donc après, en termes de ravitaillement, moi sur le vélo, vu que l'estomac ne bouge pas, enfin je crois que c'est important ça de différencier même sur triathlon, de différencier les ravitaillements que vous prenez en course à pied et les ravitaillements que vous prenez à vélo. Moi à vélo, vu que le ventre ne bouge pas, je bois sans problème du coca, des trucs pétillants, je mange plein de fruits, je m'en fiche complètement. Enfin vraiment, et en fait la digestion on s'en fiche à vélo parce que... Ouais. Oui, à part se casser le bide juste avant un col, oui, il y non, a assez par peu contre, de ça, risques. voilà, il y a assez peu de risques que vous deviez vous arrêter sur le bas-côté. Manger assez copieusement. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que personne s'est privé sur les ravitaillements. Il y avait de la charcuterie, on vous faisait des petits sandwichs, du fromage, quoi. Donc voilà, après c'est pareil sur Ironman, sur le vélo, sur la première partie du vélo, puisque vous faites quand même 180 km à vélo, donc c'est un effort entre, on va dire, entre 3 heures... 4 heures et 7 heures de vélo, voilà. Sur la première portion de vélo, vous pouvez manger des produits solides qui normalement vous ne mangerez pas pendant un trail ou pendant la course à pied parce que vous auriez trop peur que ça vous fasse mal au ventre en courant. Là, vous avez le temps de le digérer, même le temps d'aller aux toilettes en posant le vélo. Donc c'est important à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous fais des sushis sur mon vélo. Peut-être que je l'aurais pas fait sur un trail, quoique on va peut-être voir ça pour la CCC, que tu me ramènes des sushis. Oh bon, je sais pas. Nombre de pauses, on a fait toutes les pauses. Ta tenue. Ouais. Alors moi, il faut savoir que plus vous allez faire du vélo longtemps, plus il faut prendre un bib, donc un cycliste résistant, parce que vous avez des cyclistes très bon marché qui vont vous allez être confortable avec pendant 20-40 km. Mais là, franchement, 135 km avec un bib, avec une mousse un peu légère, on va dire, voilà, vous allez avoir très très vite mal aux fesses. Donc moi, j'ai pris un bib que je porte, et donc j'ai l'habitude de porter sur des longues distances. Et moi, j'ai 3 marques, on va dire, un peu favorites sur des longues distances qui tiennent vraiment la route. Après, j'ai pas testé toutes les marques, hein. Donc c'est en premier Specialized, Rapha, ouais, j'ai Liv. Et après, j'ai des petites marques un peu comme Café du Cycliste. Ce qui est important, c'est la mousse. L'épaisseur de la chamoisine, donc la mousse qui est au niveau de l'entrejambe. Ouais. Là, vous allez poser vos fesses sur la selle. Ouais, plus elle est épaisse, plus elle est elle est vraiment de bonne qualité, plus vous serez à l'aise. Ça, c'est le plus important.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tous les cas, nous... Si, après, si on revient sur l'équipement, juste, ouais, important d'embarquer quand même des... Même si voilà, il annonce super chaud, embarquer peut-être des arm warmers. Ça marche pour tous les rides en montagne. Ouais, hein. Ça marche pour tout, et même une petite veste, en général une petite veste sans manches coupe-vent. Non, ça marche bien. Si vous êtes comme moi très frileuse, prenez en fait un kawaii, un coupe-vent de vélo quoi. Après si tu prends arm warmer plus la petite veste sans manches, oui normalement ça passe. Normalement ça passe, comme ça en haut d'école, au début de la descente, sachant vous mettez que ça et c'est moi perso dans ma petite sacoche, vous voyez derrière souvent j'ai un kawaii sans manches tout le temps avec moi, ça c'était au cas où pour la météo. Mais globalement en montagne il y a toujours une petite veste en plus. D'ailleurs on a mis nous sur la première descente. Oui, qu'on a mis d'ailleurs sur la première descente parce qu'il faisait frais quand même. Hein. Ouais. Bon après par contre dès qu'on arrive en bas j'avais trop chaud. Ouais. Il fallait l'enlever quoi. Mais voilà. Après voilà la conclusion sur cette étape du tour ou sur le vélo en général, hein, c'est vraiment de prendre votre temps. Le vélo c'est un sport où il faut être patient pour faire des progrès. Il n'y a pas de secret, il faut rouler, se faire des séances. Et si on veut participer à une course de 135 km, il faut avoir fait des sorties de 135 km avant. On ne peut pas se présenter en ayant fait des 90 km ou 80 km. Contrairement finalement à la course à pied, hein, on peut se présenter à un semi-marathon en n'ayant jamais couru 21 km. Là, sur le vélo, hein, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Il vaut mieux avoir fait un peu plus pour être à l'aise le jour J, parce qu'on ira un peu plus vite et vous verrez le vélo, une fois que vous avez plus de carburant, je peux vous assurer que vous n'avancez plus. Mais genre vraiment plus. Et le problème c'est que ça sera d'autant plus long pour que votre corps, pour redémarrer si vous prenez un ravitaillement, terminer la course. Le vélo c'est vraiment... et le D+. Parce que là, plus que le nombre de kilomètres, c'est le D+, qui fait toute la difficulté de l'épreuve. Oui, parce que 135 km, finalement, si vous avez préparé un Ironman plat, hein, c'est mon cas, vous dites « Oh, bah ça se fait easy !» Ouais, ou même un Alpha Ironman. Mais si même tu prépares un Alpha Ironman, tu si vas faire une sortie ou deux de 100, 120, 110, ouais. Même peut-être plus. On peut se dire, ouais, si j'ai déjà fait des sorties de 110, 120, finalement 135, je peux le faire. Là, n'oubliez pas, comme pour le trail, il y a du D+, qui va vous assassiner les jambes, mais très rapidement. C'est pour ça que quand souvent on fait des sorties de montagne, on fait que 40, 60 km. Hein, parce que, oui, en montagne, parce que tu te si tapes tu vite tapes des un gros col, cols. tu passes vite 10 km/h. Ouais, tu fais une sortie de 4 heures et t'as fait que 40 bornes. Voilà, ça arrive. Hein. Avant tout, c'était 3 heures, 2h30, 3 heures. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite FAQ cycling, étape du tour, vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder, que ce soit avec moi ou avec Mathieu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici ou à mon Instagram par là. Je rappelle que ceci est de l'eau, hein, ce n'est pas de l'eau de vie, si on avait des questions là-dessus. Voilà, on vous souhaite un bel été et on vous dit à très vite. Adios.